Je m'appelle Fête Mercé. J'ai 34 ans. D'aussi loin que je me souvienne, ma famille avait une étiquette pour tout le monde. Ma sœur Jolène était la belle. Mon frère Caleb était l'intelligent. Et moi, j'étais la moche. Devant les voisins, les professeurs, et tous ceux qui voulaient bien l'entendre. En juillet dernier, lors de notre réunion de famille annuelle, ma tante Patricia m'a présenté à une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Elle a dit, et je cite, « C'est celle dont on ne parle pas. » J'étais juste là, à 34 ans, devant 40 membres de ma famille. Mais, voici ce qu'aucun d'entre eux ne savait. Cette femme n'était pas une invitée au hasard. Et ce qu'elle a fait ensuite, a tout changé sur la façon dont ma famille me voit. Bienvenue à nouveau sur Calm Drama Stories, où les émotions vraies rencontrent des moments qui changent la vie. Si vous avez déjà été la personne que votre famille a négligée, cette histoire est pour vous. Laissez un commentaire, pour me dire quelle était votre étiquette familiale. Je lis chacun d'entre eux. Et, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous, pour ne jamais manquer une histoire. J'avais 6 ans, la première fois que je l'ai entendu. Jolène en avait 8. C'était un dimanche de juin. Et ma mère cousait des robes assorties, pour chaque fille de la famille. Mes cousines, ma sœur, et même la belle-fille de ma tante, qui faisait partie de la famille depuis exactement 4 mois. Tout le monde a eu une robe, sauf moi. Jolène a besoin de quelque chose de joli, a dit ma mère, quand j'ai posé la question. Elle rend bien en photo. Moi, j'ai récupéré les vieux vêtements de Pâques de Jolène, une robe jaune avec une tache sur le col, que ma mère n'a pas pris la peine de traiter, parce qu'elle disait que cela ne se verrait pas sur les photos. Elle avait raison. Je n'étais sur aucune des photos. Cet après-midi-là, nous avons conduit jusqu'à la maison de ma grand-mère, pour un repas partage de l'église. Je me souviens être resté debout sur la pelouse, dans ma robe tachée, pendant que ma tante Patricia tenait le visage de Jolène à 2 mains, et disait, « Celle-ci va briser des cœurs. » Puis, elle m'a regardé, a penché la tête, s'est tournée vers un voisin, et a dit, « Celle-là a hérité du nez des Mercé. » La pauvre. Ma mère l'a entendu. Elle se tenait à 1 mètre de là. Elle n'a pas corrigé Patricia. Elle n'a pas dit que ce n'était pas gentil. Elle a ri, d'un petit rire doux et court, comme si Patricia avait dit quelque chose que tout le monde savait déjà. Je suis resté là, dans la robe jaune. À 6 ans. Je ne savais pas que le mot moche était un verdict. Je pensais que c'était quelque chose que l'on pouvait laver, comme la tache sur mon col, quelque chose de temporaire. Ce n'était pas temporaire. Ma mère, comme je l'apprendrai bien des années plus tard, avait étudié l'architecture pendant 1 an, au collège communautaire, avant de tomber enceinte de Jolène à 19 ans. Elle a abandonné ses études, a épousé mon père, et n'a plus jamais dessiné de bâtiment. Mais ça, je ne le savais pas encore. Tout ce que je savais, c'est que ma sœur avait eu une nouvelle robe, et que j'avais eu une étiquette. L'étiquette fonctionnait comme un système de tri. Une fois qu'elle était en place, tout le reste s'organisait autour d'elle. Les photos d'école. Chaque automne, les bons de commande arrivaient à la maison. Ma mère commandait un forfait portrait complet pour Jolène. Format 8x10, papier glacé, encadré sur le mur du salon. Pour moi, elle cochait la case du format portefeuille. 2,50 €. Les tirages allaient dans un tiroir de la cuisine, avec les bons de réduction périmés et les piles mortes. Les anniversaires. Jolène avait droit à des fêtes à thème. Fête de princesse à 7 ans. Fête au spa à 10 ans. Fête au bord de la piscine à 12 ans, avec un DJ. Mon anniversaire tombait 3 semaines après celui de mon frère, Caleb. Chaque année, ma mère les combinait. C'est tout simplement plus logique, disait-elle. Le gâteau disait toujours « Joyeux anniversaire, Caleb ». Avec mon nom coincé en dessous, en lettres de glaçage plus petites, comme une réflexion après coup, que quelqu'un aurait ajouté à la dernière minute. Le matin de Noël. Jolène ouvrait des boîtes contenant des tenues choisies avec soin, des ensembles coordonnés, des chaussures assorties, un manteau avec un col en fausse fourrure, l'année de ses 14 ans. Moi, je recevais des livres. « Tu aimes lire, n'est-ce pas ?» disait ma mère, non pas comme une question, mais comme une instruction. « Voici ce que tu es. Voici ce que tu obtiens. » Mon frère Caleb a joué son rôle, lui aussi. L'intelligent. Il a accepté son étiquette, et s'est enfui avec, directement hors de la maison à 17 ans.
Admission anticipée dans une université d'État, à 400 miles de là. Il n'était ni cruel avec moi, ni gentil. Il était absent. Et l'absence, j'ai appris, est une forme d'accord en soi. Une étiquette n'est pas qu'un mot. C'est une autorisation écrite. Elle indique à tous ceux qui vous entourent, exactement la place que vous avez le droit d'occuper, l'attention que vous méritez, et les efforts que vous valez. Ma famille a rédigé cette autorisation quand j'avais 6 ans, et, chaque année suivante, ils l'ont renouvelée. Si vous voulez savoir comment une famille vous voit réellement, comptez les photographies. Notre salon avait 14 photos encadrées sur le mur. Ma mère les avait disposées elle-même, façon galerie d'art, centrée au-dessus du canapé. Jolène apparaissait sur les 14. Mon frère apparaissait sur 6 d'entre elles. Moi, j'apparaissais sur 3. Dans la première, j'étais partiellement caché derrière un cousin, lors d'un pique-nique du 4 juillet. Dans la deuxième, mon visage était à moitié coupé par le bord du cadre, comme si la personne qui l'avait monté, n'avait pas remarqué que je glissais hors du champ. Dans la troisième, j'avais 5 ans, plissant les yeux à cause du soleil, en tenant un ballon. Celle-là était restée accrochée, parce que le ballon était rouge, et qu'il était assorti au coussin du canapé. L'arrangement n'était pas accidentel. À chaque séance photo de famille, ma mère nous dirigeait comme un décorateur de plateau. Jolène, devant et au centre. Caleb, côté gauche. Faites, recule un peu. Et je le faisais, à chaque fois. Un pas en arrière, 2 pas en arrière, jusqu'à ce que je devienne un meuble. À la remise des diplômes du lycée de Jolène, ma mère a pris 47 photos. Je le sais, parce que j'ai vu la pellicule sur son téléphone, quand elle l'a laissée sur le comptoir de la cuisine. 47 sous différents angles, dans différentes poses, certaines prises sur le vif, d'autres mises en scène. À ma propre remise de diplôme, 2 ans plus tard, elle a pris une photo. Une seule photo. Je tenais mon diplôme. J'avais obtenu mon diplôme avec mention. La cérémonie avait duré 2 heures. Une photo. Cet été-là, j'ai commencé à transporter un appareil photo jetable. Le genre jaune de la marque Kodak. 27 poses. J'ai pris des photos de moi-même lors d'étapes importantes. Mon premier appartement. Ma première table à dessin. Le jour où j'ai réussi mon examen de licence. Je l'ai gardé dans une boîte à chaussures, sous mon lit. Quand personne ne vous prend en photo, vous apprenez à devenir votre propre témoin. Vous apprenez que, si vous ne vous documentez pas vous-même, vous disparaissez. Et je disparaissais depuis très longtemps. J'ai quitté la maison à 18 ans. Bourse d'études pour le programme d'architecture de l'université d'État. La réaction de ma mère est tombée, comme tous les autres verdicts qu'elle avait jamais rendus. Rapide, méprisante, définitive. L'architecture? Ce n'est pas vraiment une carrière pour quelqu'un comme toi. Elle a dit quelqu'un comme toi. La façon dont elle disait tout de moi, avec un léger mouvement du menton, mi-pitié, mi-correction. Je ne savais pas alors, qu'elle avait elle-même étudié l'architecture. 1 an au collège communautaire, avant que Jolène n'arrive, et que les manuels scolaires ne finissent dans une boîte au grenier. Je ne savais pas que, chaque fois que je prononçais le mot architecture, quelque chose se serrait en elle. Cette information viendrait plus tard, et quand elle arriverait, elle expliquerait beaucoup de choses. Mon père m'a conduite au campus, 3h30 sur la route I-81, les fenêtres baissées, et la radio éteinte. Il n'était pas un homme qui comblait le silence avec des mots. Il avait passé 20 ans dans une maison où la voix de Diane était la seule qui comptait, et cette habitude du silence s'était calcifiée, pour devenir quelque chose de permanent. Mais, quand il s'est garé devant le dortoir, et qu'il a posé ma valise sur le trottoir, il a dit une chose que j'ai portée en moi pendant 16 ans. Construis quelque chose qu'ils ne pourront pas ignorer. 6 mots, la seule directive qu'il m'ait jamais donnée. Je l'ai serré dans mes bras. Il m'a tenu un peu plus longtemps que d'habitude. Puis, il est monté dans la voiture, et il est parti. Et je ne l'ai pas revu avant Thanksgiving. Cette première nuit, j'ai scotché les photos de ma boîte à chaussures sur le mur du dortoir. Ma colocataire, une fille de Baltimore nommée Tara, les a regardées, et m'a posé des questions sur ma famille. Ce que j'ai dit, ils vont bien. Ce que je voulais dire, je viens de conduire 3h30 pour m'éloigner d'eux, et c'est la première fois que je peux respirer depuis 18 ans. J'ai construit une carrière de la même manière que l'on restaure un bâtiment, une couche à la fois, en commençant par les fondations.
En 3e année d'université, j'ai décroché un stage au bureau de préservation historique de l'État. Non rémunéré. Je travaillais de nuit dans un dîner appelé Rosie, près du campus. Des œufs et du café, de 6 heures du soir à 2 heures du matin, puis debout à 7 heures pour le bureau de préservation. Les pourboires étaient mauvais. Le dîner sentait la vieille graisse. Mais le bureau de préservation avait une bibliothèque, avec des dossiers sur chaque structure historique de l'État, et je les ai tous lus. Mon premier vrai projet est arrivé à 25 ans, une bibliothèque Carnegie des années 1920, dans une ville ouvrière mourante de l'ouest de la Pennsylvanie. Le toit s'était effondré. Le conseil municipal avait voté pour la démolir. J'ai écrit une proposition de 32 pages, plaidant pour sa restauration. Ils m'ont accordé 6 mois, et un budget qui n'aurait même pas couvert le coût de la démolition, qu'ils avaient initialement prévu. Je me suis débrouillé avec du bois de récupération, de la main-d'œuvre bénévole provenant du cours d'atelier du lycée local. J'ai dormi dans ma voiture pendant 3 nuits, parce que le motel le plus proche était à 40 miles de là, et que je ne pouvais pas me payer l'essence. La bibliothèque a rouvert ses portes un samedi d'octobre. La ville a voté pour donner mon nom à la salle de lecture. J'avais 26 ans. À 28 ans, j'avais mon propre studio. 3 personnes, moi y compris. Nous nous sommes spécialisés dans les palais de justice, les églises, les bureaux de poste, ces ossatures de petites villes que tout le monde avait abandonnées. À 32 ans, une restauration de palais de justice en Virginie occidentale a remporté un prix de préservation de l'État. Les revues d'architecture régionales ont écrit sur nous, puis les revues nationales. Ma famille ne le savait pas. J'avais arrêté de partager, après le Thanksgiving où j'avais mentionné mon premier article publié, et où ma mère avait répondu « C'est bien, chérie. Jolene vient de signer pour une maison de 4 chambres. » J'ai construit une carrière en silence, non pas parce que je voulais me cacher, mais parce que personne n'a jamais posé de questions. J'avais 16 ans la première fois que j'ai compris ma mère. Nous avions une demi-journée d'école, et je suis rentré tôt à la maison. La maison était calme. Ma mère était au travail. Jolene à l'entraînement des Pom-Pom Girls, Caleb au club de robotique. Je suis monté au grenier pour chercher une boîte de vieilles encyclopédies, dont mon père m'avait dit qu'elle se trouvait là-haut. J'en avais besoin pour un projet d'histoire. Le grenier sentait la poussière et la naphtaline. Des boîtes partout, étiquetées de l'écriture de ma mère, décorations de fête, vêtements de bébé, déclaration d'impôts, et une boîte repoussée dans le coin le plus éloigné, étiquetée simplement « Diane, Université ». Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait un carnet de croquis. Une couverture verte, une reliure à spirale, le genre que l'on achète dans un magasin de fournitures d'art. Je l'ai feuilleté. Des bâtiments, des dizaines de bâtiments dessinés au crayon, puis repassés à l'encre. Des plans d'étages sur une page, des élévations, une maison victorienne avec un porche enveloppant. Une vitrine de centre-ville avec des fenêtres cintrées. Un clocher d'église, accompagné de notes manuscrites sur les murs porteurs, et l'inclinaison du toit. C'était de bons dessins, pas juste bons pour une étudiante. Bon, tout court. Le genre de dessin qui montrait quelqu'un qui comprenait, non seulement l'apparence des bâtiments, mais aussi comment ils tenaient debout. Ma mère avait été étudiante en architecture. Ma mère avait du talent. Ma mère avait abandonné à 19 ans, parce qu'elle était tombée enceinte de ma sœur, avait épousé mon père, et n'avait plus jamais dessiné de bâtiment de toute sa vie. Je me suis assise sur le sol du grenier, pendant un long moment. Les particules de poussière flottaient dans la lumière de la fenêtre. J'ai regardé ces dessins, et j'ai compris quelque chose, que je n'aurais pas pu formuler à l'époque, mais que je peux faire maintenant. Chaque fois que je parlais d'architecture, chaque fois que je rapportais une bonne note de mon cours de dessin industriel, chaque fois que je prononçais le mot au design à la table du dîner, ma mère ne voyait pas une fille. Elle voyait un miroir qu'elle ne supportait pas de regarder. J'ai remis le carnet de croquis à sa place. Je ne lui ai jamais dit que je l'avais trouvé. On pourrait penser que quitter la maison répare les choses. Que la distance, le temps, et une carrière que vous avez construite de vos propres mains, pourraient réécrire l'histoire. Mais les familles ont la mémoire longue, et une capacité d'attention très courte. Ils se souviennent de l'étiquette. Ils oublient de regarder qui vous êtes devenu. Thanksgiving, 2 ans avant la réunion de famille. J'ai conduit 4 heures jusqu'à la maison de mes parents, parce que mon père m'avait demandé de venir. Il le demandait toujours.
Ma mère, jamais. Jolène était là, tenant court dans la cuisine. Elle et son mari venaient de rénover leur cuisine, des comptoirs en quartz, un évier de ferme, une crédence en carrelage métro. Ma mère passait sa main sur le comptoir, comme si elle caressait un cheval de race. Jolène, c'est tout simplement magnifique. Tu as toujours eu tellement de goût. Je suis restée assise à la table, avec mon café. Quand il y a eu une pause, j'ai mentionné qu'un projet de palais de justice que j'avais dirigé en Virginie occidentale, avait remporté un prix de préservation de l'État. Silence. 2 secondes entières de vide. Puis ma mère, c'est bien. Tu peux passer les canneberges. Jolène, s'appuyant contre son comptoir en quartz, c'est comme retaper des maisons pour les revendre. J'ai répondu, non, pas exactement. Elle a penché la tête. Eh bien, ça ressemble à un passe-temps. Après le dîner, j'ai aidé à faire la vaisselle. Ma mère était à l'évier. Tante Patricia essuyait. Elle pensait que j'étais dans l'autre pièce, mais j'étais juste derrière elle, attrapant un torchon. Ma mère a dit à Patricia, avec cette voix qu'elle utilisait quand elle pensait être discrète, au moins, elle s'occupe. J'aimerais juste qu'elle fasse quelque chose pour. Et puis elle a fait un geste. Elle a agité la main devant son propre visage. Elle ne prononçait même plus le mot. Elle a juste fait un geste, et Patricia a ri. J'ai serré le torchon très fort. Je ne me suis pas retourné. J'ai fini la vaisselle, et j'ai conduit 4 heures pour rentrer chez moi, dans le noir. 6 mois après ce Thanksgiving, mon père a eu un accident vasculaire cérébral, un mineur, a dit le médecin. Il a perdu une partie de sa mobilité du côté gauche, mais a gardé la parole. Il a eu de la chance. J'ai conduit 4 heures jusqu'à l'hôpital la nuit où c'est arrivé. Quand je suis entré dans sa chambre, ma mère et Jolène étaient déjà là. Ma mère a levé les yeux. Oh, tu es venu. Pas de chaleur, juste de la surprise. Comme si je m'étais pointé à une fête à laquelle je n'étais pas invité. Je suis resté 3 jours. Pendant que mon père récupérait, j'ai aidé à organiser son bureau à domicile, à classer les papiers d'assurance, à trouver la liste de ses médicaments, à vider les tiroirs du bureau. C'est là que je l'ai trouvé. Tiroir du bas, un dossier en carton, épais, maintenu par un élastique. Je l'ai sorti. À l'intérieur, des articles, et chacun d'eux parlait de moi. Des coupures de presse de journaux de petite ville, des impressions de blogs d'architecture dont je n'avais jamais entendu parler, des annonces de prix, une copie numérisée de l'article du West Virginia Preservation Journal, une photographie de la bibliothèque restaurée. Il avait imprimé cela sur du papier ordinaire, depuis son ordinateur personnel, légèrement pixelisé, avec des couleurs un peu trop chaudes. Le dossier couvrait 8 années. Il les collectionnait depuis mon tout premier projet publié. Certaines des impressions de blog avaient des URL si longues, qu'elles s'étendaient sur 3 lignes de texte, ce qui signifiait qu'il s'était assis devant son lent ordinateur de bureau, et qu'il les avait tapés, caractère par caractère. Il n'en a jamais parlé à ma mère. Il ne les a jamais partagés avec personne. Il les gardait juste dans le tiroir du bas, sous ses déclarations d'impôts. Je me suis assise sur le sol de son bureau, avec le dossier sur mes genoux. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste restée assise là, tenant le poids de 8 années de témoignages silencieux. Plus tard, mon père m'a vu debout dans l'encadrement de la porte. Il a regardé le dossier dans mes mains. Il n'a pas parlé. Il a hoché la tête une fois. Mon père n'a jamais prononcé les mots, mais il a gardé les preuves. Juillet est arrivé, avec ce genre de chaleur qui rend l'air visible, des vagues chatoyantes s'élevant de l'asphalte, les cigales siant l'après-midi, et la réunion annuelle de la famille Mercé, organisée chaque année chez ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée il y a 3 ans. Ma mère a hérité de la maison, et a insisté pour maintenir la tradition de la réunion en vie, non pas parce qu'elle aimait la tradition, mais parce qu'elle aimait avoir une scène. Je n'y avais pas assisté depuis 2 ans. Cette année, j'y suis allé pour mon père. Son AVC l'avait ralenti. Il marchait avec une canne maintenant, et sa main gauche se recroquevillait légèrement quand il était fatigué. Il conduisait toujours lui-même chez le coiffeur toutes les 2 semaines. Il lisait toujours le journal sur le porche. Mais quelque chose dans son visage avait changé. Une fatigue qui n'avait rien à voir avec son corps. Il m'a demandé de venir. J'ai dit oui. En attendant, dans ma vie professionnelle, quelque chose se préparait depuis 3 mois.
Nora Whitfield, la rédactrice en chef des reportages au magazine American Preservation, m'envoyait des emails au sujet d'un profil. Elle écrivait une série en plusieurs parties, sur les architectes en conservation travaillant dans l'Amérique rurale. Elle voulait que je sois la pièce maîtresse. Nous avions échangé des emails sur la logistique, les projets à photographier, les responsables municipaux à interviewer, le moment où planifier la séance photo. Professionnel, mesuré, le genre de communication avec lequel je suis la plus à l'aise. Dans un email, j'ai mentionné que je serais à Hadley pendant le week-end, pour un rassemblement familial. Je lui ai dit que la ville avait un dépôt de train des années 1890 restauré, qui valait le détour. Si jamais vous êtes dans le coin, avais-je écrit. Je pourrais bien le faire, m'avait-elle répondu. Je n'y ai pas trop prêté attention. Les gens disent qu'ils passeront, et puis ils ne le font pas. C'est comme ça que le monde fonctionne. Vous faites des plans vagues, et puis la vie arrive, et les plans vagues s'envolent comme de la fumée. Je l'avais invité à voir un bâtiment. Je ne l'avais pas invité à voir ma famille. Je me suis garé dans l'allée de gravier à midi. La cour était déjà pleine. Des pick-up, des monospaces, quelques berlines avec des plaques hors de l'état. Des tables pliantes s'étiraient sur l'herbe, avec des nappes à carreaux pincés au coin. Des glacières bordaient la clôture. La fumée s'élevait du barbecue, où le charbon de bois de mon oncle brûlait depuis le matin. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 3 minutes. J'ai compté mes respirations. Inspiration sur 4 temps, expiration sur 6. Une technique que j'avais apprise d'un thérapeute que j'avais vu 2 fois, dans la vingtaine, avant que mon assurance ne change. Puis, je suis sorti, et je suis entré. Les salutations racontaient toute l'histoire. Jolene est arrivée avec son mari et ses 2 enfants. Câlin, cri de joie. Jolene, tu es magnifique. Ma mère tenait le plus jeune de Jolene sur sa hanche, et rayonnait. Je suis entré. Des hochements de tête. Et, fête. Oh, salut. L'oncle Ray, appuyé contre la clôture avec une limonade. Ravi de te voir, fête. Il l'a dit comme s'il le pensait vraiment. Tante Patricia n'a pas levé les yeux de la salade de pommes de terre, qu'elle disposait sur une table pliante. Elle portait une visière, et parlait à une cousine du divorce de quelqu'un. Ma mère tenait court à la table principale. Elle m'a vu, a fait une pause. Oh, fête, tu as pu venir. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Elle l'a dit avec une petite pointe de surprise, très théâtrale, comme si elle accueillait un voisin qui serait entré par erreur. J'ai trouvé mon père sur une chaise de jardin, près du bord de la cour, sous le grand chêne, à l'écart du bruit. Il avait sa canne appuyée contre la coudoir, et un verre d'eau posé sur le sol à côté de lui. Je me suis assise sur la chaise vide à côté de la sienne. Il m'a serré la main. Pas besoin de mots. Près de l'entrée, il y avait une table avec des badges nominatifs préécrits. Tout le monde en avait un, sauf moi. Il y avait une étiquette vierge, et un marqueur. J'ai écrit le mien. 42 personnes à cette réunion. J'étais la seule à devoir écrire mon propre nom. Ma mère avait arrangé le plan de table pour la table principale, des marque-places de son écriture, de belles lettres cursives sur du papier cartonné plié. Diane, Gérald, Jolene, Marcus, le mari de Jolene, Patricia, Ray. J'ai marché le long de la table, vérifiant chaque carte. Mon nom n'y était pas. Il n'était pas à la 2e table non plus, ni à la 3e. On s'attendait à ce que je trouve une place sur les chaises pliantes, les places de débordement, la table où s'asseyaient les enfants, balançant les jambes, du ketchup sur les doigts. Alors, je me suis assise là, entre un enfant de 7 ans nommé Brison, qui construisait une tour en chips, et une fille de 10 ans, qui jouait à un jeu sur le téléphone de sa mère. Depuis la table des enfants, je pouvais voir clairement la table principale. Le mari de Jolene, Marcus, parlait de leur nouvelle propriété de vacances. 3 chambres, juste au bord du lac. Nous l'avons eu pour moins de 400. Ma mère se penchait en avant, hochant la tête, investie, fière. Jolene faisait défiler l'écran de son téléphone, levant parfois les yeux pour ajouter un détail. Une cousine que je reconnaissais à peine, s'est approchée de moi. Alors, que fais-tu dans la vie, déjà? Avant que je puisse répondre, la voix de tante Patricia a traversé la cour. Elle fait un truc avec de vieux bâtiments, elle les répare, ou un truc comme ça. Elle a agité la main,
le même geste de la main que ma mère utilisait pour mon visage. Je suis architecte, ai-je dit. Patricia, c'est ça, comme dans ces émissions de déco. Pas exactement. Ma mère, depuis la table principale, sans même se retourner, Jolene, parle à tout le monde de la maison sur la plage. J'ai mangé en silence. De la salade de pommes de terre, un hamburger qui était encore légèrement rose au milieu, un gobelet de limonade, qui avait le goût d'avoir été mélangé avec trop d'eau. J'ai observé la dynamique que j'observais depuis 34 ans. La même chorégraphie, les mêmes rôles, le même scénario. J'avais regardé cette performance toute ma vie. Ce que je ne savais pas, c'est que quelqu'un d'autre était sur le point de la regarder, elle aussi. Si vous vous êtes déjà assis à la table des enfants, pendant que le reste de votre famille faisait semblant que vous n'existiez pas, je vous comprends. Ce sentiment d'être invisible, cela ne signifie pas que vous êtes invisible. Cela signifie qu'ils ont arrêté de regarder. Si cette histoire vous touche de près, laissez un j'aime. Cela aide d'autres personnes à trouver des histoires comme celle-ci. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Après le déjeuner, les membres de la famille ont dérivé vers le salon. Quelqu'un a sorti les albums photos. 3 gros classeurs, avec des couvertures en cuir, et des pochettes en plastique qui crépitaient quand on tournait les pages. Tu te souviens quand est devenu le refrain de leur suivante? Tu te souviens quand Jolene a gagné le concours de beauté Junior Miss? Tu te souviens quand Caleb a été sélectionné pour les régionales de la foire scientifique? Tu te souviens quand nous avons tous conduit jusqu'à la côte, et que Jolene portait cette petite tenue de marin? Je suis resté debout dans l'encadrement de la porte, et j'ai regardé album après album. Des pages des concours de beauté de Jolene, des cérémonies de remise de prix de Caleb, des vacances familiales où tout le monde souriait vers le même appareil photo. J'ai compté à travers 3 albums, et environ 200 photographies. J'apparaissais sur 4. Dans la première, j'étais partiellement caché derrière un cousin plus grand, lors d'un barbecue. Dans la deuxième, je me tenais à l'extrémité d'une photo de groupe. Mon corps détourné de l'objectif, comme si je partais déjà. Dans la troisième, le pouce de quelqu'un couvrait la moitié de mon visage. Et dans la quatrième, celle sur laquelle je revenais sans cesse. J'avais 10 ans, je me tenais derrière une plante en pot, dans une robe d'occasion, et personne dans le cadre ne me regardait. Personne n'a remarqué. Personne n'a dit, où est faite sur celle-ci? Personne n'a feuilleté 200 photos, pour réaliser qu'un membre de leur famille avait été systématiquement supprimé des archives. Jolene était une si belle enfant, a dit Patricia, traçant un doigt sur une photo de concours de beauté. Elle l'était vraiment, a convenu ma mère. J'ai glissé la main dans l'album prudemment, pour que personne ne voie. J'ai fait glisser la photo de moi à 10 ans, celle derrière la plante, hors de sa pochette en plastique. Je l'ai mise dans ma poche arrière. 4 photos en 34 ans, et dans chacune d'elles, on m'effaçait. J'avais besoin d'air, ou de silence, ou des deux. Je me suis éclipsé du salon, et j'ai marché le long du couloir jusqu'à l'ancien bureau de ma grand-mère. Il avait été converti en débarras après sa mort. Des boîtes empilées sur le bureau, des manteaux d'hiver suspendus à la tringle à rideaux, une machine à coudre prenant la poussière dans le coin. Sur l'étagère au-dessus du bureau, j'ai repéré une boîte, étiquetée avec l'écriture de mon père. Famille à trier. Je l'ai descendue. Elle était lourde. À l'intérieur, des décennies de photos volantes, de cartes de vœux, de bulletins paroissiaux, quelques enveloppes jaunies. Je ne cherchais rien de précis. Je me cachais. Mais ce que j'ai trouvé, m'a arrêté net. Une pile de photos de ma remise de diplôme à l'université. Âgé de 12 ans, légèrement décoloré, imprimé sur du papier glacé, le genre qu'on récupère dans un laboratoire photo en 1 heure. Il y en avait 15. Ma mère avait pris une seule photo à ma remise de diplôme. Je le savais parce que j'avais compté. Mais mon père en avait pris 15. Sous différents angles. Moi traversant la Seine. Moi tenant mon diplôme. Moi debout au soleil, la coiffe inclinée, plissant les yeux, souriante. Moi avec ma colocataire, Tara, les bras l'une autour de l'autre. Moi seul, regardant directement l'objectif, le visage ouvert et sans garde. Il avait utilisé un appareil photo jetable, le genre jaune de Kodak, le même genre que j'avais commencé à transporter cette année-là. Les photos n'avaient jamais été encadrées pour le mur, jamais partagées, jamais montrées à ma mère.
Elles avaient dormi dans cette boîte pendant 12 ans. J'en ai tenu une, moi à 22 ans, dans ma toge et ma toque, rayonnante. Je n'étais pas moche. J'étais rayonnante. Sur l'enveloppe des photos, l'écriture de mon père, le grand jour de fête. Je me suis assise dans cette pièce poussiéreuse, et j'ai tenu les 15 photos que mon père avait prises, de la fille dont ma mère prétendait qu'elle n'avait pas obtenu son diplôme. 15, il en avait pris 15. J'ai mis les photos de la remise des diplômes dans ma poche arrière, à côté de celle de moi à 10 ans, derrière la plante. Mes poches commençaient à se remplir. J'ai lissé ma chemise, j'ai pris une grande inspiration, et je suis retourné dans la cour. Le soleil de l'après-midi s'était adouci, dans cette étendue dorée qui précède la soirée. Les enfants couraient à travers l'arroseur. Le barbecue refroidissait. Quelqu'un avait allumé une enceinte Bluetooth, qui jouait de la musique country trop fort, pour toute personne de plus de 50 ans. Une voiture que je ne connaissais pas, s'est garée dans l'allée. Une berline argentée, plaque hors de l'état. La portière côté conducteur s'est ouverte, et une femme est sortie. Elle avait environ 50 ans, svelte, habillée d'une façon qui ne correspondait pas du tout à la réunion de famille. Un blazer en lin, sur une simple chemise blanche, un pantalon sombre, un sac portfolio en cuir jeté sur une épaule. Elle a regardé la cour, de la même façon dont on regarde une pièce dans laquelle on ne s'attendait pas à entrer. C'était Nora Whitfield. Elle avait conduit 90 minutes depuis son hôtel. Elle m'a repéré près du chêne, et s'est approchée. « Faites, vous êtes vraiment venu. Je vous avais dit que je serais là. » C'est vrai. Elle a de nouveau regardé autour d'elle. Je voulais voir le dépôt de train, mais j'ai aussi apporté les épreuves de mise en page pour l'article. Je me suis dit qu'on pourrait les passer en revue. Maintenant, si c'est un mauvais moment, je peux revenir. J'ai regardé la cour. Ma mère, réarrangeant la table des desserts. Jolene, prenant un selfie avec 3 cousines. Patricia, remplissant son verre. C'est toujours un mauvais moment, ici, ai-je dit. Venez. Je l'ai conduite à la table des enfants. Nous nous sommes assises. Elle a ouvert son portfolio en cuir, et a étalé des photos imprimées de mes projets achevés. En couleur, en haute résolution. Le palais de justice, la bibliothèque, l'église dans l'Ohio. Elle s'est assise à la table des enfants avec moi, la première personne à avoir jamais choisi de le faire. Tante Patricia n'a pas mis plus de 12 minutes pour le remarquer. Elle avait un radar pour tout ce qui déviait du scénario, et, une étrangère bien habillée assise à la table des enfants avec des photographies imprimées, était une déviation significative. Elle s'est approchée, la visière repoussée sur la tête, un verre dans une main, et un sourire pleinement affiché. Eh bien, bonjour. Êtes-vous une amie de quelqu'un? J'ai commencé à parler. Tante Patricia, voici Nora. Elle est. Patricia ne m'a pas laissé finir. Elle s'est tournée vers Nora, a penché la tête, et a balancé la réplique qu'elle avait probablement prononcée une centaine de fois dans sa vie. La réplique qu'elle avait polie, jusqu'à la rendre lisse à force de répétition. C'est celle dont on ne parle pas. Elle l'a dit avec un rire de connivence décontracté, comme si elle partageait une charmante anecdote familiale, comme si c'était attachant, comme si c'était mignon. Le visage de Nora est resté immobile, pas en colère, juste immobile. De la même manière qu'un appareil photo se fige, juste avant le déclic de l'obturateur. Elle a regardé Patricia, puis moi, puis de nouveau Patricia. Je vous demande pardon. Qu'avez-vous dit? Patricia a insisté. Elle insistait toujours. Oh, c'est juste un truc de famille. Chaque famille en a une, non? La silencieuse, la quelconque. Elle a agité la main, le même geste de mépris que je regardais depuis que j'avais 6 ans. Nora n'a pas ri. Elle a posé sa tasse de café lentement, délibérément, comme le fait quelqu'un qui vient de prendre une décision. Ma mère est apparue au bout de la table. Elle avait vu l'étrangère. Son instinct territorial s'est déclenché avant sa politesse. Qui est ton ami, Fête? Le mot ami portait le poids de la suspicion. J'ai ouvert la bouche. Nora a parlé en premier. Je me présenterai dans un instant, si vous le permettez. J'aimerais attendre que tout le monde écoute. L'air a changé. Quelque chose était sur le point de se produire, qui ne s'était jamais produit lors d'une réunion de la famille Mercé auparavant. Nora s'est penchée vers moi. Basse, calme.
Puis-je leur montrer? Je les regardais. Ils s'en ficheront. Je ne demande pas s'ils s'en ficheront. Je demande si vous me laissez faire. J'ai regardé à travers la cour. Mon père dans sa chaise de jardin, sous le chêne. Ma mère à la table des desserts, coupant une tarte avec la précision de quelqu'un qui a besoin de contrôler même la taille des parts. Jolène prenant des photos avec des cousins. Patricia circulant, se donnant en spectacle, s'occupant du public. 40 ans de cela. 34 d'entre elles, avec mon nom rattaché à la mauvaise histoire. J'ai hoché la tête. Une fois. Nora s'est levée. Elle a lissé son blazer. Elle a pris son portfolio en cuir. Et elle a marché jusqu'à la table principale, avec l'assurance de quelqu'un dont le métier est de s'adresser à des salles pleines d'étrangers. Excusez-moi, a-t-elle dit. Pas fort, pas de manière théâtrale, juste assez clairement, pour que les gens de la table principale se retournent. Je sais que c'est un rassemblement familial, et je m'excuse pour l'intrusion, mais puis-je avoir l'attention de tout le monde, juste un instant? La cour est devenue silencieuse par couches. La table principale d'abord, puis la deuxième table, puis les enfants près de l'arroseur. Quelqu'un a baissé le son de l'enceinte Bluetooth. 42 personnes ont tourné leur visage vers une femme qu'elles ne connaissaient pas. Le sourire de ma mère s'est figé. Patricia a posé son verre. Nora a glissé la main dans la poche de son blazer. Elle a sorti une carte de visite. Elle l'a tenue entre deux doigts, et l'a tendue à ma mère. Je m'appelle Nora Whitfield. Je suis la rédactrice en chef des reportages au magazine American Preservation. Une pause. Ma mère a regardé la carte, l'a retournée, a relevé la tête. Nora, j'ai conduit 90 minutes pour être ici aujourd'hui, et ce n'est pas pour la réunion de famille, a-t-elle dit. Et puis, elle a prononcé les mots, qui allaient réécrire 34 ans d'étiquette. Je suis ici à cause d'elle. Nora m'a pointé du doigt. Ce n'était pas un geste dramatique, juste une simple extension de son bras, la paume ouverte. La façon dont on identifie quelqu'un dans une file de suspects. Factuel, certain. La cour est devenue silencieuse. Le genre de silence, où l'on peut entendre la glace bouger dans une glacière, à 20 pieds de là. Nora a ouvert son portfolio en cuir. Elle a soulevé la première photo imprimée. Mon palais de justice restauré, en Virginie occidentale. La lumière de l'après-midi accrochant la façade en calcaire. Ce bâtiment devait être démoli il y a 3 ans. Votre fille l'a sauvé. Sa restauration a remporté le prix de préservation de l'État. Elle a soulevé la deuxième photo. La bibliothèque des années 1920 en Pennsylvanie, ses fenêtres cintrées étincelantes. C'était son premier projet majeur. Elle avait 25 ans. La ville a voté pour donner son nom à la salle de lecture. Une troisième photo. Une église en planche blanche dans l'Ohio rural. Le clocher restauré, les vitraux nettoyés et remis en état. La congrégation nous a écrit 63 lettres. 63 familles nous ont demandé de faire un reportage sur l'architecte qui a sauvé leur église. Elle a posé les photos sur la table, les a étalées pour que tout le monde puisse les voir. Ma mère les a regardées, fixement, comme si quelqu'un avait placé des objets étrangers devant elle. Le téléphone de Jolène était sur la table, face cachée, pour la première fois de la journée. Nora a regardé ma mère, puis Patricia, puis le reste de la famille, table par table, visage par visage. Faith Mercé est l'une des architectes en conservation les plus importantes, travaillant en Amérique aujourd'hui. Elle a sauvé 11 bâtiments à travers 4 États. Son portrait sera notre article de couverture du mois d'octobre. Elle a fait une pause. A laissé les mots atterrir. Et elle fait partie de votre famille. Je supposais que vous le saviez. La dévastation la plus polie dont j'ai jamais été témoin. Je supposais que vous le saviez. Délivré sans jugement, sans méchanceté, juste avec une pure clarté professionnelle. Patricia a posé son verre. Sa bouche s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Ma mère a récupéré la première. L'instinct. Des décennies passées à contrôler le récit familial, avaient forgé un réflexe qui se déclenchait plus vite que l'honnêteté. Eh bien, bien sûr que nous le savions. Sa voix était enjouée. Trop enjouée. La voix qu'elle utilisait quand le pasteur venait dîner, ou quand un voisin déposait un plat après l'AVC de mon père. Faith a toujours été.
Nous avons toujours été très fiers. Elle a souri. Le sourire n'a pas atteint ses yeux. Il s'est arrêté quelque part autour de ses pommettes, et y est resté, épinglé en place comme un corsage. Je n'ai rien dit. J'ai regardé ma mère mentir, à une pièce pleine de gens qui l'avaient regardé me rabaisser pendant 3 décennies, et aucun d'entre eux n'avait l'air surpris. Ils y étaient habitués. Ce n'était qu'une nouvelle version de la même performance. Tante Patricia a fait volte-face. Je plaisantais tout à l'heure. Faites, c'est que je l'adore. Elle a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé d'un pas. Pas dramatiquement, juste assez pour que sa main se referme sur le vide. Jolène est passée sur la défensive. Son mode par défaut. Je veux dire, on savait qu'elle faisait des trucs de rénovation. Elle n'en a jamais vraiment parlé. Elle a croisé les bras. La posture universelle de quelqu'un qui réécrit l'histoire en temps réel. Nora n'a rien dit. Elle est restée debout, avec son portfolio sous le bras, et a regardé la famille se recalibrer. Elle avait vu ce qu'elle avait besoin de voir. À la deuxième table, une cousine a chuchoté quelque chose à son mari. L'oncle Ray a posé son assiette. Il me regardait. Pas ma mère, pas Patricia. Moi. Et puis, la nièce de mon père, une fille de 16 ans nommée Samantha, que j'avais rencontrée exactement 2 fois, s'est approchée depuis l'arroseur, l'eau dégoulinant de ses cheveux. Elle a regardé les photos sur la table, et m'a regardé. Attends, tante Fête, une ville a donné ton nom à une pièce? Je l'ai regardé. J'ai souri. Le premier vrai sourire de la journée. C'est vrai. C'est tellement cool. Simple, honnête, et le contraste avec tous les adultes dans cette cour, était dévastateur. Ma mère m'a trouvé près de la moustiquaire de la cuisine. Elle avait attendu que la foule s'éclaircisse autour de la table principale, que l'attention se disperse, qu'elle puisse me coincer sans témoin. Elle avait fait ça toute ma vie, réservant les pires conversations pour des espaces privés, où personne ne pouvait vérifier ce qu'elle disait. Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Sa voix était basse, contrôlée, le genre de contrôle qui est à 1 degré de la rupture. Pourquoi amènerais-tu une étrangère pour m'humilier? Je ne l'ai pas amenée pour humilier qui que ce soit. Elle est venue parce qu'elle pense que mon travail a de l'importance. Ton travail. Elle l'a dit 2 fois, comme si la répétition pouvait vider le mot de son sens. Ton travail. Sais-tu ce que j'ai abandonné pour que tu puisses aller dans cette école? J'ai tout sacrifié pour cette famille. Et voilà. Le scénario qu'elle récitait depuis 35 ans. Le scénario qui transformait chaque conversation sur mes accomplissements, en un monologue sur ses pertes. Tu as sacrifié ton programme d'architecture quand tu es tombée enceinte de Jolène, ai-je dit. Je sais. J'ai trouvé ton carnet de croquis. La couleur a quitté son visage. Pas lentement, mais d'un seul coup, comme si quelqu'un avait retiré un bouchon de vidange. Elle m'a dévisagé. Sa bouche a bougé, mais aucun son n'en est sorti, pendant 3 secondes entières. Ce ne sont pas tes affaires. Tu es talentueuse, maman. Tu es vraiment talentueuse. J'ai gardé une voix égale. Mais ce n'est pas ma faute. Elle ne pouvait pas répondre à cela. Il n'y avait pas de scénario pour ça. Pas de détournement, pas de récit de victime, qui pourrait absorber le simple fait que sa fille avait vu son talent, l'avait reconnu, et refusait de s'excuser d'en avoir hérité. Ma mère s'est retournée, et a marché jusqu'à la salle de bain. J'ai entendu le clic de la serrure. La femme qui avait passé 34 ans à me rendre invisible, venait de se faire disparaître elle-même. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Comment une mère peut-elle en vouloir à son propre enfant de poursuivre le même rêve? Mais c'est ça, le truc avec les schémas familiaux. Ils n'ont pas de sens vu de l'extérieur. Ils n'ont de sens que pour les personnes piégées à l'intérieur. Si vous regardez ça et que vous hochez la tête, vous comprenez. Restez avec moi. La partie la plus difficile arrive. Jolène m'a trouvé sur le porche. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, à contre-jour des néons de la cuisine. Elle avait une expression sur le visage. J'ai reconnu l'expression de quelqu'un qui se prépare à être raisonnable, tout en disant des choses déraisonnables. Tu sais, tu aurais pu simplement nous parler de tes projets. Je l'ai fait à Thanksgiving, il y a 2 ans. Tu as appelé ça un passe-temps. Elle a cligné des yeux. Le souvenir était là quelque part,
enfouie sous 2 ans de comptoir en quartz, de maison de vacances, et la supposition confortable qu'elle était l'importante. Je veux dire, je ne savais pas que c'était aussi grand. C'est bien le problème, Jolene, tu n'as pas demandé. Elle a déplacé son poids, et a changé de tactique. Écoute, on est sœurs. On peut ne pas faire ça maintenant? Tout le monde nous regarde. Tout le monde m'a regardé toute ma vie. C'est ça le problème. Ses yeux sont devenus humides. Pas de culpabilité, d'embarras. Jolene avait passé 36 ans à croire qu'elle était le centre de l'histoire familiale, la belle, celle qui réussissait, celle qui méritait la table principale, les photos encadrées, et tout le remue-ménage. Elle ne pleurait pas parce qu'elle était désolée. Elle pleurait parce que sa position avait été remise en question, devant 40 personnes. Pourquoi faut-il toujours que tu ramènes tout à toi, a-t-elle dit. J'ai laissé la phrase flotter dans l'air. J'ai laissé tout le monde sur le porche l'entendre. Je lui ai laissé entendre ce qu'elle venait de dire, à la sœur qui avait passé 3 décennies à n'être personne. Tu as eu 36 années où tout tournait autour de toi. J'ai un seul après-midi. Elle m'a dévisagé, a ouvert la bouche, l'a refermée, s'est retournée, et est rentrée à l'intérieur. Je suis resté sur le porche, j'ai écouté la porte moustiquaire se refermer, j'ai regardé les lucioles commencer à clignoter dans la cour. J'ai respiré lentement. Même tante Patricia a fait sa tentative, 20 minutes plus tard, non pas avec moi, mais avec Nora. Elle avait passé ces 20 minutes à se regrouper, à réappliquer son rouge à lèvres, à reconstruire la performance. Elle s'est approchée de Nora près de la table des desserts, avec son sourire d'hôtesse rechargé. Alors, Madame Whitfield. Quelle belle surprise. Vous savez, j'ai toujours dit à Fête qu'elle était spéciale. Elle est très talentueuse. Nora tenait une assiette avec une part de tarte à laquelle elle n'avait pas touché. Elle a regardé Patricia, de la même manière qu'un éditeur regarde un manuscrit qui n'est pas prêt pour la publication. Vraiment? Parce qu'il y a environ 20 minutes, vous l'avez présentée comme celle dont vous ne parlez pas. La phrase a atterri, comme un verre qui se brise dans une pièce silencieuse. Le visage de Patricia est devenu rouge, en commençant par le cou, et en remontant. C'était. Je plaisantais. C'est une blague d'initié. Les blagues familiales font généralement rire tout le monde, a dit Nora. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a simplement énoncé un fait, et l'a laissé reposer là. De l'autre côté de la cour, la voix de l'oncle Ray. Calme. Définitive. 3 mots. Pat, assieds-toi. La première fois en 40 ans de mariage, que Ray disait à Patricia ce qu'elle devait faire en public. Elle l'a regardé. Il n'a pas détourné les yeux. Elle s'est assise. Pour la première fois lors d'une réunion de famille Mercé, tante Patricia s'est tue. Pas un silence de représentation. Pas un silence stratégique. Le genre de silence qui se produit, quand on réalise que tout le monde dans la pièce, vient de voir qui l'on est vraiment. D'autres proches ont bougé, ont regardé leurs assiettes. 2 de mes cousines, des femmes de mon âge, qui avaient grandi en entendant les mêmes étiquettes, les mêmes classements, la même cruauté désinvolte déguisée en humour familial, se sont levées de leurs chaises, et ont marché vers l'endroit où j'étais assise. Elles n'ont rien dit. Elles se sont juste assises près de moi, assez près pour que je sente le banc bouger. Je l'ai remarqué. Je n'ai fait aucun commentaire, mais je l'ai ressenti. Nora était toujours debout. Elle avait la parole, et elle l'a utilisée comme un bon éditeur utilise une page, avec économie et précision. Plusieurs membres de la famille s'étaient rassemblés, certains attirés par la curiosité, d'autres par la culpabilité, quelques-uns par un véritable intérêt. Samantha, la jeune fille de 16 ans, s'est assise en tailleur sur l'herbe devant Nora, comme si elle assistait à une conférence qu'elle avait choisie. Nora a montré d'autres photos. Un bureau de poste dans l'est du Kentucky, de style fédéral, 1887, que le comté voulait raser pour en faire un parking. Fête a écrit la demande de subvention. Fête a trouvé les artisans capables de restaurer le plafond en étain d'origine. Le maître de poste a pleuré lors de la réouverture, a dit Nora. Il y travaillait depuis 31 ans. Une école à classe unique dans le Tennessee, où l'équipe de Fête a minutieusement restauré les fenêtres d'origine de 1905. Verre soufflé à la bouche, irremplaçable. Elle a conduit 200 miles dans chaque sens, pendant 8 mois,
pour superviser le vitrier chaque week-end. Un centre communautaire dans l'Alabama rural, un quartier qui ne pouvait pas se payer un architecte. Fête a pris le projet pro bono. Elle a dit, les bâtiments ne choisissent pas leur quartier, et les quartiers ne choisissent pas leurs bâtiments. Le fil conducteur, a dit Nora en posant la dernière photo, c'est que Fête trouve de la valeur dans des choses que d'autres ont abandonnées. Elle n'a pas regardé ma mère en le disant. Elle n'en avait pas besoin. Le sous-entendu a traversé la cour tout seul. Ma mère avait émergé de la salle de bain. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, les bras le long du corps, observant. Son visage était indéchiffrable. Ou peut-être que j'avais simplement arrêté d'essayer de le lire. Jolene était assise à la table principale, seule, son téléphone face cachée. Pour la première fois depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, elle n'était plus le centre de quoi que ce soit. Je me suis assise à la table des enfants, où j'avais toujours été, sauf que maintenant, les gens choisissaient de s'asseoir avec moi. La cour se divisait en factions, comme le font les cours quand quelque chose de vrai a été dit à haute voix. Certains membres de la famille se sont regroupés près de ma mère, les tantes qui avaient toujours gravité autour de Diane, les cousins qui avaient bénéficié de la hiérarchie. D'autres ont dérivé vers moi, hésitants, incertains, comme des gens approchant d'un bâtiment qu'on leur avait dit condamné, et dont ils découvraient maintenant qu'il était saint. Je suis resté assise seule quelques minutes, j'ai laissé les conversations se dérouler autour de moi. Je pouvais entendre des fragments. Le savais-tu? Elle n'a jamais rien dit. 11 bâtiments, un article de couverture. J'ai réfléchi à ce que je pourrais faire de ce moment. Je pourrais me lever et marcher jusqu'à cette table principale. Je pourrais énumérer chaque anniversaire qui a été combiné, chaque photo dont j'ai été coupé, chaque robe d'occasion, chaque fois que le mot moche a été utilisé comme étiquette, comme blague, comme fait. Je pourrais exposer 34 ans de preuves devant 42 témoins, et leur faire ressentir exactement ce que j'ai ressenti, chaque jour de mon enfance. Mais ce n'est pas ce que je me suis construite pour être. Je restaure les choses. Je ne les démolis pas. J'ai pris 2 décisions. J'allais parler à mon père, et ensuite je partirais. J'ai trouvé Nora près de sa voiture. Merci d'être venue. Je le pense vraiment. Je n'ai pas fait ça pour le drame, a-t-elle dit. Je l'ai fait parce que votre travail mérite d'être vu. L'article du magazine paraîtra, peu importe ce que votre famille en pense. Je sais. Elle m'a tendu un dossier. Les épreuves de mise en page formelle de l'article, annotées avec ses notes de rédaction. Regardez-les quand vous serez prête. Rien ne presse. J'ai pris le dossier, je l'ai posé sur le siège passager de ma voiture. Puis je me suis retourné, et j'ai retraversé la cour. Tous les yeux m'ont suivi. Non pas parce que j'étais la moche, mais parce que j'étais celle qui comptait. Mon père était toujours dans sa chaise de jardin, sous le chêne. Il n'avait pas bougé pendant tout ce temps, pas pendant les révélations de Nora, pas pendant la performance de ma mère, pas pendant aucune des conversations qui ont suivi. Il était assis, les mains sur sa canne, et les yeux sur la cour, regardant sa famille comme il l'avait toujours regardée, depuis les marges, avec l'expression d'un homme qui voulait parler, mais qui avait oublié où il avait rangé sa voix. Ses yeux étaient humides. J'ai tiré une chaise à côté de la sienne. Je m'y suis assise, j'ai pris sa main, celle avec la légère courbure due à l'AVC. J'ai trouvé les photos, papa, dans le bureau. Celles que tu as prises à ma remise de diplôme. Son menton a tremblé. Il a regardé les branches de chêne au-dessus, puis moi. 15 photos, ai-je dit. Tu en as pris 15. 3 secondes de silence. Puis, d'une voix que j'ai dû me pencher pour entendre, j'aurais dû en prendre plus. J'ai glissé la main dans ma poche arrière, j'ai sorti l'une des photos de la remise des diplômes, celle de moi à 22 ans, rayonnante, tenant mon diplôme, regardant droit vers l'objectif avec un visage qui n'était pas moche, un visage qui était fier. Et le dossier, papa, dans ton bureau. 8 ans de coupure de presse. Il m'a serré la main. La courbure de ses doigts s'est resserrée. J'aurais dû dire quelque chose, a-t-il dit. Sa voix s'est brisée. J'aurais dû me battre plus fort pour toi. Tu as gardé l'épreuve, papa. J'ai mis la photo de la remise des diplômes dans sa main. Il l'a tenue, comme on tient quelque chose de fragile. Garde celle-ci dans le salon, pas dans une boîte. Il a regardé la photo, a passé son pouce sur la surface glacée, l'image de sa fille à 22 ans, le jour où sa femme a pris une seule photographie,
et où lui en a pris 15. Il a hoché la tête, le même hochement que dans l'encadrement de la porte de l'hôpital, lent, plein de tout ce qu'il n'avait jamais dit. Ma mère a traversé la cour comme une tempête. On pouvait la voir se préparer, la crispation de sa mâchoire, les coudes verrouillés, la façon dont ses chaussures frappaient l'herbe à pas durs et réguliers. Elle avait été dans la salle de bain. Elle avait été dans l'encadrement de la porte. Elle avait observé depuis le périmètre, attendant le bon moment pour reprendre la scène. Faites Eleanor Mercé, son nom complet, l'arme des mères qui croient que vous nommez entièrement, revient au même que de vous posséder. Tu viens à ma réunion de famille, et tu amènes une étrangère pour m'humilier. Je me suis levé. Mes mains le long du corps. Ma voix était égale. Personne ne t'a humilié, maman. Nora est venue pour parler de mon travail. Ton travail. Elle a ri, un rire court, amer, fêlé. Tout ce que tu as, chaque opportunité est venue parce que je t'ai élevé. Je t'ai nourri. Je t'ai habillé. Tu as habillé Jolene. Tu m'as donné ce qu'il restait. Je vous ai toutes traitées de la même façon. Elle l'a dit assez fort pour que la cour l'entende. Le plus gros mensonge du canon de la famille Mercé, répété tellement de fois, qu'elle avait probablement commencé à y croire. Il y a 3 photos de moi sur ce mur, maman. 14 de Jolene. Tu ne nous as pas traités de la même façon. Sa voix a monté, tremblante maintenant. Tu as toujours été si difficile, si sensible, toujours à tout ramener à toi. J'ai laissé l'accusation me traverser, comme le vent à travers une fenêtre ouverte. Je l'avais déjà entendue, 1 millier de fois. Elle ne m'atteignait plus. Je ne me suis pas faite la moche, maman. C'est toi qui l'as fait, et tu t'es assuré que tout le monde le sache. La cour était silencieuse. 40 personnes l'ont entendu. Personne n'a bougé. Le visage de ma mère s'est froissé. Pas de remords, mais d'apitoiement sur elle-même. Les larmes sont venues, mais c'était les larmes d'une femme qui a été prise sur le fait. Pas d'une femme qui était désolée. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, après tout ce que j'ai sacrifié, c'est comme ça que tu me rembourses. Je ne rembourse rien, ai-je dit. Je pars. Ma voix ne s'était pas élevée. Pas une seule fois. C'était ma mère qui tremblait. C'était ma mère qui criait. Et moi, je restais immobile. Je me suis détourné de ma mère, et j'ai traversé la cour. L'herbe était douce sous mes chaussures. La lumière était ambrée maintenant. Cette heure dorée que les photographes adorent, l'heure où tout a l'air plus doux que la réalité. Nora se tenait près de sa voiture. Elle m'a tendu une enveloppe. La lettre d'offre formelle, article de couverture, numéro d'octobre. Nous aurons besoin de vous à New York, pour la séance photo en septembre. J'ai pris l'enveloppe, je l'ai tenue. Merci, Nora, pour tout. Remerciez vos bâtiments, a-t-elle dit. Ils ont parlé d'eux-mêmes. J'ai regardé la cour une dernière fois. Patricia était assise sur une chaise de jardin près de la clôture, seule, fixant le vide. Sa visière était retirée. Sans elle, elle paraissait plus petite. Jolene était à l'autre bout de la cour, tapant un SMS, le dos tourné à tout le monde. Ma mère était assistée par 2 tantes, qui jouaient l'inquiétude de la même façon qu'elles avaient tout joué, bruyamment, publiquement, sans substance. L'oncle Ray a croisé mon regard, de l'autre côté de l'herbe. Il a hoché la tête, le même hochement de tête assuré que celui de mon père. Le hochement de tête d'un homme qui aurait dû parler il y a des années, et qui le savait. Samantha, la jeune fille de 16 ans qui avait posé des questions sur la salle de lecture, est arrivée en courant. Elle était essoufflée. Tante Fête, est-ce que je peux? Est-ce que je peux venir voir l'un des bâtiments un de ces jours? Jean, le visiter? Je l'ai regardé. Les cheveux mouillés, pieds nus, des yeux qui étaient grands ouverts et sans complications, d'une manière que les adultes finissent par perdre. Quand tu veux, ai-je dit. Je te ferai la visite moi-même. Elle m'a prise dans ses bras, une étreinte brève, féroce, le genre d'étreinte qui n'a pas d'agenda caché. Puis, elle s'est retournée, et a couru vers l'arroseur. J'ai regardé le sol près de la table principale. La carte de visite de Nora, celle qu'elle avait tendue à ma mère, traînait dans l'herbe. Personne ne l'avait ramassée. Je suis passé devant sans m'arrêter. Certaines choses valent la peine d'être restaurées, et d'autres, on les laisse aller. Je suis monté dans ma voiture,
j'ai posé l'enveloppe avec la lettre d'offre sur le siège passager, à côté des épreuves de mise en page. Au-dessus d'elle, j'ai placé la photo de la remise des diplômes, une copie que mon père a insisté pour que je garde. Une pour moi, une pour toi, avait-il dit. Un pacte entre deux personnes silencieuses. J'ai reculé hors de l'allée de gravier. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. L'autoroute se déroulait devant moi, droite, longue, et vide, comme seules les autoroutes d'été peuvent l'être en début de soirée. J'ai conduit les fenêtres baissées. Je n'ai pas allumé la radio. Le vent suffisait. Le silence suffisait. À environ 50 miles, mon téléphone a vibré. Un SMS de mon père. 3 mots, fier, pour toujours. Je me suis arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Je l'ai lu 2 fois. L'écran s'est brouillé un instant, et j'ai réalisé que mes yeux étaient humides. Je les ai essuyés avec le dos de ma main, j'ai mis le téléphone dans le porte-gobelet, et j'ai continué à conduire. J'avais passé 34 ans à essayer de prouver que je valais la peine d'être regardé. Il s'avère que je n'avais rien à prouver. J'avais juste besoin d'arrêter de chercher la preuve au mauvais endroit. Vers le mile 90, j'ai passé un bâtiment sur le bord de l'autoroute. Une ancienne station-service, barricadée, des vignes rampant sur le toit, des mauvaises herbes fendant la dalle de béton. Le genre de bâtiment que la plupart des gens dépassent sans un second regard. J'ai ralenti, je l'ai regardé, j'ai étudié la ligne du toit, les encadrements de fenêtres, l'ossature sous l'abandon. J'ai souri. Celui-là valait peut-être la peine d'être sauvé. J'ai continué ma route. 3 mois plus tard, le numéro d'octobre est sorti. Mon visage était sur la couverture. Le visage que ma famille avait qualifié de moche pendant 34 ans. Sur la couverture d'un magazine national d'architecture. J'ai été photographié debout, devant le palais de justice restauré en Virginie occidentale. Pas de sourire, pas de pose, juste debout, les bras le long du corps, regardant droit dans l'objectif de la façon dont mon père m'avait appris à me tenir. Stable, présente, répondant à l'appel. Mon père a encadré la couverture. Il l'a accrochée sur le mur du salon, à côté de la photo de remise des diplômes du lycée de Jolène. Ma mère ne l'a pas retirée. Elle ne l'a pas reconnue non plus. Elle restait juste accrochée là, un fait silencieux dans une maison qui avait passé des décennies à éviter les faits à mon sujet. Jolène m'a envoyé un seul SMS. J'ai vu le magazine. Félicitations. J'ai répondu, merci. Rien de plus. Tante Patricia ne m'avait pas parlé depuis la réunion de famille. L'oncle Ray a envoyé une lettre, écrite à la main sur du papier ligné provenant d'un bloc-notes juridique. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Désolé ne suffit pas, mais c'est tout ce que j'ai. J'ai plié la lettre, je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau, à côté du dossier de mon père. Ma mère n'a pas appelé, pas une seule fois. Je n'ai pas attendu près du téléphone. Ce Thanksgiving-là, je n'ai pas conduit jusqu'à la maison de mes parents. À la place, j'ai conduit jusqu'à la station-service que j'avais repérée sur l'autoroute. J'ai marché sur la propriété, j'ai mesuré les murs, photographié chaque angle. J'ai soumis une proposition de restauration au comté, le lundi suivant. Projet pro bono pour un espace communautaire. Un bâtiment que personne ne regardait, dans un endroit où tout le monde passait. Je connaissais quelque chose à ce sujet. Mon studio, en fin d'après-midi. La lumière qui passait à travers les fenêtres, était du même ambre que ce soir-là, à la réunion de famille. Et je l'ai laissé reposer sur mon bureau, sans allumer le plafonnier. La boîte à chaussures était toujours là. La même boîte à chaussures de l'université, maintenant maintenue par du ruban adhésif d'emballage à un coin. À l'intérieur, les photos que je prenais de moi-même, quand personne d'autre ne voulait le faire. Mon premier appartement, ma première table à dessin, le jour où j'ai réussi mon examen de licence, toute prise avec des appareils photo jetables, le genre jaune de Kodak. J'ai ajouté 2 nouvelles photographies, la couverture du magazine, et la photo avant de la station-service. Puis j'en ai ajouté une de plus. La photo de moi à 10 ans, derrière la plante dans la robe d'occasion. Celle que j'avais glissée de l'album lors de la réunion de famille. Je l'ai tenue en l'air. Petite fille, grande plante, personne qui ne la regarde. J'ai tenu la couverture en l'air. Femme de 34 ans, debout toute seule. Tout le monde qui la regarde. La même fille, ai-je dit à la pièce vide. La même fille.
Je les ai placés côte à côte dans la boîte à chaussures, j'ai fermé le couvercle, je les posais sur l'étagère au-dessus de mon bureau, là où mes outils de dessin avaient l'habitude de trôner. Certaines personnes gardent des trophées. Moi, je garde la preuve que j'étais là. Voici ce que je sais maintenant. Vous ne pouvez pas restaurer une famille qui ne veut pas être réparée. Mais vous pouvez construire une vie, qui n'a pas besoin de leur approbation pour tenir debout. Chaque bâtiment que j'ai jamais sauvé a commencé de la même manière. Quelqu'un l'a regardé, et a dit qu'il ne valait rien. Et puis, quelqu'un d'autre a regardé de plus près, a vu l'ossature, a vu le savoir-faire, a vu ce qu'il pourrait devenir, si seulement quelqu'un se souciait assez pour essayer. Je n'ai jamais été la moche. J'étais juste dans la mauvaise pièce. C'est mon histoire. 34 ans d'étiquette, une étrangère avec une carte de visite, et une boîte à chaussures pleine de preuves, que j'ai toujours valu la peine d'être regardé. Si cette histoire vous a rappelé votre propre famille, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire. Cliquez sur s'abonner.